Elle pourrait facilement augmenter sa production d'électricité, mais l'Europe exige au préalable que la gestion des très rentables barrages soit ouverte à la concurrence. C'est pas les patriotes qui le disent, c'est le canard enchaîné, ok? Un casus belli pour la gauche et les syndicats qui refusent de voir EDF se faire plumer. Bah oui, bon, eux au moins ils ont aussi compris, mais c'est toujours pas le cas. Or, si jamais on avait investi un bout de cette dette, ces 1000 milliards qu'on a jetés par les fenêtres comme des abrutis, si on en avait investi un tout petit bout, voilà ce qu'on aurait pu avoir. La France pourrait ajouter 5 gigawatts de productivité nationale pour ses barrages. D'ici 2040, c'est EDF qui le dit. Le coût serait autour de 10 milliards. Donc une paille, 1% des 1000 milliards de la dette Macron-Le Maire, 1%. Et ça nous rapporterait 800 millions annuels en euros en kilowattheure. Donc en 12 ans, vous êtes amorti, et les infrastructures électriques, ça s'amortit sur 20 ans plutôt. Ok, on l'a pas fait, hein. Tout ce que je vous raconte là, on l'a pas fait. On aurait pu, mais on l'a pas fait. Bah, les Chinois, par contre, c'est ça qu'ils font. Donc déjà, première observation, normalement, la différence entre un pauvre et un riche avec la dette, c'est que le riche, il s'endette pour acheter du revenu. Quand vous avez accès aux banques, et en plus, pas n'importe quelle banque, nous, on pouvait s'endetter à 0%. D'accord? La France pouvait s'endetter à 0%. Il y a eu une période où quand on empruntait de l'argent, on payait 0 d'intérêt dessus. Quand vous êtes suivi par les banques, vous êtes riche. Quand vous êtes suivi par les banques, vous êtes riche parce que vous levez, disons, 3 millions d'euros, vous achetez 10 appartes à 300 000, vous les louez, vous faites du 5% sur la valeur que vous avez empruntée tous les ans. Si vous avez emprunté à 2-3%, c'est bon, vous êtes riche, tout va bien. Et vous gardez le patrimoine au bout des 20 ans de remboursement de ce crédit. La France pourrait faire ça. Sauf que la France, elle s'endette à zéro, ou plutôt elle s'endettait à zéro. Mais elle n'a pas fait ça. Parce que quand vous voulez ruiner quelqu'un, vous l'endettez pour acheter des conneries. Vous l'endettez pour acheter des télés, vous l'endettez pour acheter une R5 tunée bleu électrique bas de caisse. Il y en a qui se sentent concernés. Désolé, on est dans Schnorr. C'est pour moi celle-là. Bon, quand vous voulez ruiner quelqu'un, vous l'endettez pour acheter des conneries qui n'apportent aucun revenu, d'accord? Une télé, ça rapporte aucun revenu, vous n'allez pas faire payer vos voisins pour la regarder. Il n'y a pas de business model lié à la possession d'un téléviseur. Une voiture, ça rapportera pas de revenus, sauf si vous êtes VTC et que c'est votre travail. Mais comme c'est pas le cas pour la plupart des gens, une voiture, ça devient du passif, ça vous coûte de l'argent toute l'année, ok? Quand vous voulez ruiner quelqu'un, le surendetter, le mettre en Banque de France, eh ben, ce que vous faites, c'est que vous l'endettez pour des conneries. Vous l'endettez pour des trucs qui vont lui coûter de l'argent, d'accord? Un écran, des trucs qui rapportent rien. Quand vous voulez être riche, vous vous endettez pour acheter du revenu, d'accord? Vous vous endettez pour acheter 10 appartements à 300 000 qui vont vous rapporter, avec les bons locataires, de l'argent toute l'année. Un bon pays, il doit faire ça. Un pays qui est parti pour endetter sa population, il ne fait pas ça. Je vous laisse évidemment deviner ce que Macron et Le Maire ont fait avec les 1000 milliards qu'ils ont levés en notre nom, parce que c'est de la dette française. C'est pas eux qui la remboursent, hein, c'est le peuple français. Donc, rappelons le truc de base. Je veux dire, c'est dans le Monopoly, ça, d'accord? Dans le Monopoly, on achète du revenu. Vous vous baladez sur la rue de la Paix, vous mettez une maison rue de la Paix, ça vous achète du revenu. À la fin, celui qui fait le plus de revenus, il gagne au Monopoly. C'est la base des bases. Tout le monde devrait savoir ça. Bruno Le Maire, il sait pas ça. Bon. Alors, en régie, montrez surtout les slides, hein, vous embêtez pas trop sur moi. Alors, le Monopoly, il a été normalement inventé par Darrow, mais en fait, il a été volé à une femme. L'histoire du Monopoly est super intéressante. Ce monsieur a fait fortune avec pour Parkers, mais en réalité, c'est cette personne qui l'a inventé, Elizabeth Maggie. C'était une jeune ingénieure, brillante, belle, elle avait tout pour plaire. Le problème, c'était une femme, mais bon, on est d'accord, c'est un problème. On va quand même, voilà, faut se dire les choses. Et là, vous voyez son brevet, elle avait breveté le jeu, et ça s'appelait le Landlord's Game, donc le jeu du propriétaire. Et c'était un jeu éducatif. C'était pour apprendre aux gens comment on devient riche, comment on gère son patrimoine, etc. Voire même à coopérer. Il y avait différentes façons de gagner. C'était pas exactement comme le Monopoly actuel. Il y avait différents régimes dans ce jeu, dans le Landlord's Game, le jeu du propriétaire, où vous pouviez avoir un modèle coopératif. Très intéressant. Alors voilà à quoi ça ressemblait. Et elle s'était basée, alors il y a plein d'articles qui parlent de son histoire, hein, je vous encourage à vous intéresser à Elizabeth Maggie, et comment donc elle s'est en effet fait voler l'idée. Mais surtout, c'était basé sur les travaux de cet économiste. C'était ce qu'on appelait un modèle géorgien, d'après Henry George,
et son best-seller de l'époque, Progress and Poverty, donc le progrès et la pauvreté, le seul bouquin qui s'est mieux vendu aux États-Unis pendant les 10 années où il est sorti, c'était la Bible. Ce truc était un énorme carton aux États-Unis, et c'est encore aujourd'hui un modèle à suivre pour s'intéresser à la politique fiscale, à la prospérité nationale, à la répartition des richesses. Et on ne saurait pas dire si c'est de droite ou de gauche, honnêtement. Là, on est ce genre de bouquin, ça transcende la droite et la gauche. Vous êtes vraiment sur un bouquin de référence. Et le Monopoly, donc, était basé sur ces réflexions-là. Alors, le trésor public, maintenant. J'aime bien ce terme, juste trésor public. Bon. Oui, ça vous fait marrer. C'est une blague en soi. Non, parce que normalement, on est d'accord, si vous héritez d'un trésor, vous êtes content. Bon. Or, si vous héritez du bilan du trésor public, vous êtes content ou pas? S'il y a un notaire qui se pointe, qui dit « vous avez hérité du bilan du trésor public », vous dites « mais barre-toi ! Enterre ça au fond du jardin, je veux surtout pas hériter de ça. » Bon. On est d'accord qu'on va revenir à la base de la prospérité, qu'apparemment Bercy n'a pas compris. La base de la prospérité nationale, c'est de créer quelque chose que les jeunes Français aimeraient hériter, dont les jeunes Français aimeraient hériter. C'est la base. Vous avez créé de la prospérité si les futures générations françaises seraient contentes d'hériter de ce que vous avez créé. Ok ? Est-ce que les jeunes générations françaises seraient contentes d'hériter du trésor public ? Bon. Alors, le trésor public, le seul trésor qu'on ne cherche jamais et qui nous trouve toujours. J'aime aussi beaucoup cette lettre de Desproges qui nous avait rappelé ce bon principe. Alors il écrivait au trésor public et il l'appelait mon trésor. Je te prie d'agréer mon trésor, l'expression de mes sentiments distingués. Ici il fait un temps dégueulasse, j'espère qu'à CEDEX 09 vous avez beau temps. Bon, mais ça nous rappelle la base. Le trésor public devrait être un trésor. Je m'en veux de devoir rappeler ça en 2024. Hein. Mais normalement, quand on se lève le matin et qu'on contrôle les finances publiques, on est là pour faire en sorte que le trésor public soit un trésor. Pour l'instant, ce n'est pas un trésor. C'est un déchet public dans le sens économique, puisque la définition d'un déchet, c'est quelque chose qu'il faut vous payer pour le prendre. Alors, vous vous rappelez peut-être de ces escroqueries trésor publicité. C'est un type d'escroquerie, et ça a vraiment existé. Vous aviez quelqu'un qui piquait les chèques destinés au trésor public à l'époque du paiement des impôts, à la saison des impôts. Il piquait dans les boîtes aux lettres les chèques destinés au trésor public, et il avait créé une société qui s'appelait Trésor Publicité. Alors, il rajoutait IT avec tous les stylos, il avait tous les stylos pour que ça colle, et après, il encaissait les chèques et il se barrait. Ce genre d'arnaque se reproduit à peu près tous les ans. Là, je vous donne un exemple. En fait, là, cette Fanny machin, c'était trésor public. Là, l'ordre ici, c'était trésor public. La personne a réécrit dessus pour faire Fanny bidule chouette. Donc, ce nom-là, vous pouvez voir le P, là, ici, c'est un P, c'est le P de trésor public, ça. Et ça, en fait, c'était trésor. Il a juste réécrit par-dessus, il a rajouté, vous savez, le F, il a transformé le T en F, et le trésor est devenu Fanny. Donc, ce genre de méthode existe encore. Et d'ailleurs, vous avez pareil pour les URSAF, où quelqu'un avait créé Monsieur Dursafa. Voilà. Donc, ça, c'est littéralement passé comme une lettre à la poste. Hein, bon, je vous donne des méthodes, là. Hein, vous avez compris, en fait, c'est un cours déguisé, comment s'enrichir rapidement. Donc, j'ai commencé avec le Monopoly. Maintenant, si jamais vous voulez... voilà.